Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécom, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Liberté de la presse, les 2/3 des pays d'Afrique seraient dans une situation difficile. C'est l'une des conclusions contenues dans le rapport publié fin avril par l'ONG Reporters sans frontières. Selon cette organisation, jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde. Swaziland, les tenues traditionnelles au cœur des racismes dans les médias. Le magazine français Gala s'est attiré les foudres des manifestants anti-racisme. On lui reproche sa dernière parution sortie en kiosque ce mercredi. Il fallait en parler. Il fallait parler de ces chercheurs du Centre africain de recherche qui ont créé un fourneau permettant de transformer des déchets de riz en énergie. Algérie, le journal Échouroute absent dans plusieurs kiosques ce 1er mai 2017. Le quotidien n'a pas été imprimé par plusieurs imprimeries publiques. Il accumulerait une dette de plus de 3 milliards de francs CFA. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un marketiste? En quoi consiste le métier de marketiste? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition d'Ici les médias. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré et je suis très contente de te retrouver. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Liberté de la presse, les 2/3 des pays d'Afrique seraient dans une situation difficile. Une fois de plus, les défenseurs de la liberté à travers le monde ont observé ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse, un événement qui a été institué en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Comme il est de coutume, l'ONG Reporters sans frontières en a profité pour publier son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde. En quelques lignes, Philomène Ducy nous dit comment Reporters sans frontières perçoit la liberté de la presse en Afrique cette année. Ici, les médias. Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée dans le monde, nous révèle Reporters sans frontières cette année. Il ressort en effet du rapport publié ce fin avril 2017 que la liberté de la presse connaît une situation difficile ou très grave dans 72 pays sur 180 recensés. Selon la cartographie représentée par l'organisation, les 2/3 des pays d'Afrique sont toutes rouges, c'est-à-dire que la liberté de la presse y connaît une situation difficile. C'est le cas pour le Cameroun, la RDC, le Nigeria, l'Angola, le Rwanda, pour ne citer que ceux-là. Parmi les États dans lesquels la liberté de la presse serait pratiquement inexistante, c'est-à-dire dans une situation très grave, figurent la Libye, l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée. L'Érythrée qui occupe d'ailleurs la 179e position dans ce classement. Sur l'ensemble du continent africain, les pays placés en bonne position sont la Namibie, 24e sur le plan mondial et premier africain, le Ghana qui est 26e mondial, le Burkina Faso, le Botswana et également l'Afrique du Sud. Ce sont les pays où la liberté de la presse semble le plus respectée en Afrique. Après la publication de ce rapport, des voix se sont levées pour critiquer Reporters sans frontières. C'est d'ailleurs une chose à laquelle on se serait attendu. Par exemple, le ministre camerounais de la communication, Issa Tiroma Bakari, estime que l'état de la liberté de la presse au Cameroun est plutôt réluisant selon le gouvernement. Le nombre d'organes de presse écrite audiovisuel et en ligne est en augmentation croissante. Il ajoute par ailleurs, je cite, « Les journalistes exercent librement avec quelquefois une liberté de ton qu'on ne tolérerait pas sous d'autres cieux. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que les hommes des médias ne sont pas au-dessus des lois qui régissent la vie en société et que, à l'instar des autres citoyens, ils peuvent en subir les rigueurs. » Fin de citation. Ici, les médias. Ils sont en ligne avec nous, Olivier, Cédric, Ismaël et Edita. Bonjour.
Bonjour Aimé Désiré, bonjour Philomène et bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous les auditeurs. Aimé Désiré, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Alors on va commencer par vous Olivier. Ce classement de Reporters sans frontières a été, comme d'habitude, fortement contesté sur le continent. Alors dis-nous Olivier, est-ce que ce classement vous semble véritablement objectif au vu des différentes contestations? Alors personnellement, j'ai toujours eu un problème avec les ONG et particulièrement Reporters sans frontières, de par son histoire, et on sait tous que l'ancien président de Reporters sans frontières est aujourd'hui ici en France un élu local dans une ville qui est apparentée aux extrêmes. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les étrangers, qui n'aime pas trop les gens qui viennent d'ailleurs, qui est un peu renfermé sur lui-même, très nationaliste. Oui. Et donc à partir de là, ma perception sur cette ONG a complètement changé. Maintenant, si on revient sur la question et par rapport à ce rapport, j'ai un véritable problème avec, parce que j'estime pour ma part que les pays africains, notamment le Cameroun, que je connais plus ou moins bien, a nettement évolué au niveau de la liberté de la presse. Les journalistes vont souvent un peu trop loin et disent des choses qu'on ne pourrait pas entendre ailleurs. Vous me direz qu'au Cameroun, on a aussi le CNC qui frappe beaucoup les journalistes, mais attention, à chaque fois qu'il y a un journaliste qui est sanctionné par le CNC, il y a une raison pour laquelle il a été frappé, ou pour justement montrer à l'opinion nationale qu'il y a une certaine liberté de la presse au Cameroun. Donc je suis tout à fait en accord avec les propos qu'a tenu le ministre camerounais de la Communication, qui estime que ce rapport n'est pas tout à fait à la lumière de ce qui peut se voir. Actuellement au Cameroun, il y a ce correspondant de RFI qui a été emprisonné Amataba. Pour des raisons. Olivier, je pense que la qualité de votre son se détériore progressivement. Avant que vous ne reveniez en ligne, on va prendre Ismaël. Alors Ismaël, lorsqu'on regarde le paysage médiatique en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Togo, au Gabon, et que sais-je encore, on se rend compte qu'effectivement, il y a une profusion d'entreprises médiatiques. Cette pluralité peut-elle être considérée comme l'indicateur de la liberté de la presse? Je crois qu'en réalité, l'erreur Aimé Désiré, c'est de pouvoir se baser sur le nombre de radios, sur le nombre de télévisions sur le continent et même le nombre de la presse pour pouvoir dire qu'effectivement, il y a une liberté d'expression donc en Afrique. Donc, j'ai bien suivi le ministre Jérôme à dire quand même que la liberté de la presse s'arrête où l'autorité de l'État commence. Je crois qu'il a quand même utilisé un terme comme ça. Il y a même Andy Souros, si vous voulez bien. Quelque part, je suis pas totalement d'accord avec Olivier Nkayu quand il essaie quand même de caresser au sens du poil ou encore des pains en blanc le Cameroun pour ce qui est donc la liberté de presse et même pour le cas de l'Algérie, pour dire quand même que Reporters sans frontières est quand même une association crédible, même si à un moment donné il semble caresser au sens du poil la France en mettant donc en brèche ou encore en brandissant donc le procès donc d'Ahmed Abba, donc le correspondant de RFI au Cameroun. Le Cameroun reste quand même l'un des pays qui menace des journalistes, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à voir quand même le nombre de journalistes qui sont en exil en France, par exemple. On peut les citer, ils sont nombreux en Italie, un petit peu partout au monde. Juste dire quand même que s'il faut regarder sur ces points-là, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut revoir. Et je crois qu'en réalité, à un moment donné, l'État camerounais donne aussi le bâton pour qu'on puisse les fouetter avec. Edith, avant que je revienne à vous, est-ce que Reporters sans frontières ne profite pas de la situation actuelle? Récemment, c'était au Maroc. On avait limogé une journaliste pour avoir prononcé le mot Sahara occidental. Est-ce que Reporters sans frontières ne profite pas de la situation pour secouer le bâton? Alors, tout d'abord, je souhaiterais dire juste un petit mot sur l'intervention du ministre de la Communication qui disait que personne n'est au-dessus de la loi. Effectivement, personne n'est au-dessus de la loi, ni les journalistes, ni les hommes politiques. Il ne s'agit pas en fait de cela. Il ne s'agit pas non plus de prolifération de chaînes de presse, radio, télévision pour qualifier la presse de libre. Les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure. On peut avoir des organes de presse qui prolifèrent, ça peut être un signe de liberté d'expression. Ça ne garantit pas cette liberté. Donc, laisser libre cours à la multiplication des médias peut aussi être un épouvantail d'une liberté sous condition. Et d'autre part, qu'on soit d'accord ou pas avec le rapport de Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, autant pour moi. Alors, qu'on soit d'accord avec ce rapport ou pas, il y a des réalités sur le terrain. Il y a des journalistes et des hommes de médias qui sont recadrés, comme il est dit, pour
pas être violent. Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. On peut pas dire que tout va bien, qu'on n'a pas besoin, en fait. On peut dire qu'on n'a pas besoin de Reporters sans frontières pour savoir ce qui se passe en Afrique. Le statut du journaliste est assez mal cadré dans beaucoup de pays africains, où ils sont souvent amenés soit à être des sortes de griots. Donc un journaliste n'est pas un porte-parole. C'est un investigateur, c'est un homme de vérité, c'est en cela qu'il garantit le bien fondé de son information, mais ces cadres ne doivent pas assujettir ou interférer dans la liberté d'investigation. Donc, ce ne sont pas les talents qui manquent et les désirés en Afrique, c'est pas des professionnels qui manquent, mais c'est que souvent, ces deux éléments professionnels et déontologiques sont tronqués par la plupart pour éviter de se faire taper sur les doigts ou pour sortir d'une précarité professionnelle. Edita, oui. Vous êtes à Washington. Vu de l'extérieur, que peut-on faire aujourd'hui pour améliorer la liberté de la presse dans nos différents pays? Je dirais sans prétendre détenir la panacée que, premièrement, il faut renforcer les institutions de l'information. Il ne s'agit pas d'un organe de censure pour la censure, mais d'encadrer la professionnalisation du métier de journaliste qui a vraiment besoin, comme beaucoup de métiers en Afrique, de s'épanouir. Il y a des professionnels en Afrique, mais ils n'ont pas les moyens de toujours s'affirmer. Une deuxième solution que je pourrais proposer, et qui est aussi importante que la première, c'est l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces hommes et des femmes de médias. Parce qu'avec une situation de précarité, on est toujours tenté de vendre son âme au diable. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas que des brebis galeuses en Afrique. Et c'est dessus que je pose mon espoir. Oui, mais Désiré, je vais quand même quelque peu emboîter. Edita, c'est important et puis quand même avec elle. Fort du fait qu'en réalité, le journaliste n'est déjà pas respecté sur le continent. On vous laisse créer votre entreprise, on vous laisse pas payer la redevance, mais c'est une façon de vous tenir. Vous commencez à être honnête, on vous frappe sur le doigt, on vous rappelle que vous n'avez pas payé votre redevance. Donc à partir de ce moment, vous êtes obligé donc de caresser au sens du poil ce que fait l'État, d'aller dans leur sens. Il faut refaire les états généraux de la presse en Afrique en général pour structurer certaines choses pour que les choses marchent. Sinon, on se fera toujours frapper sur le doigt par Reporters sans frontières qui se trouve, pour ma part, être une structure extrêmement donc légale et même une structure crédible. Olivier, oui. Au vu de l'évolution de la situation aujourd'hui, Reporters sans frontières qui fait un rapport de la liberté de la presse en Afrique, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, Olivier, pour l'avancée ou l'amélioration des conditions d'expression sur le continent? Personnellement, moi, je pense qu'il y a une grosse lueur d'espoir. Moi, je reste quelqu'un qui est très optimiste vis-à-vis de ce sujet. Maintenant, la question est, évidemment, il faut revoir le cadre dans lequel évoluent même les journalistes et la presse dans un pays comme le Cameroun, par exemple. Il faut parler de ce pays que je connais assez bien. Alors, les journalistes ne sont pas très bien payés. Dans la perception des gens au Cameroun, on se dit qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qui critique le système, qui critique le gouvernement. C'est pas toujours ça, un bon journaliste. Et Edita le rappelait tout à l'heure, de fort belle manière. Un journaliste, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Il suffit qu'on aille dans le sens du gouvernement, on est accès de mauvais journalistes. Pourtant, on a peut-être respecté tous les canons et on est en train de dire la vérité. Et lorsqu'on sera en train de dire quelque chose qui va contre le gouvernement, alors là, dans l'opinion publique, on sera taxé comme un bon journaliste. Et ça, c'est regrettable. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'on sera poursuivi, il faudra qu'on justifie ses propos, on n'aura pas de preuves, et on sera sanctionné. Voilà la conséquence. Donc, il faut assainir ces milieux et apprendre aux gens, c'est une règle de base, que le journalisme, c'est un rapport de critique aux gens. Le journaliste est un peu les yeux que les autres n'ont pas. C'est lui qui va chercher l'information et il vient la donner aux autres. Il va dire ce qu'il a vu. La règle basique du journalisme, c'est qui, quand, ou comment. Donc, le journaliste n'est pas là pour inventer les situations. Il dit exactement ce qu'il a vu. Il rapporte des faits. Pourtant, je reparle du cas de la France. Pourtant, on a connu le président Sarkozy qui a enlevé le présentateur du JT, Patrick Poivre d'Arvor, tout le monde le sait, mais on a produit Reporters sans frontières sur la question. Mais au Cameroun, vous imaginez le président de la République, Paul Biya en l'occurrence, dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi je ne veux plus voir d'elle journal. On aurait un rapport de l'ONU. Moi, j'ai comme l'impression, c'est une impression, et peut-être ça n'engage que moi, qu'il y a pas mal de pays en Afrique qui ont beaucoup plus
plus d'avance sur la démocratie que ce qui nous est présenté comme grande démocratie. Autre exemple en France, puisqu'on parle de liberté de la presse. Nous sommes en pleine élection présidentielle et depuis le second tour, depuis que les candidats du second tour sont connus, alors il y a des chaînes de télévision internationales qui ont été interdites de pouvoir suivre le candidat Macron. Ok, Olivier Nkayu, merci. Ismaël, est-ce que l'information n'est pas exagérée peut-être à votre point de vue? Exagéré, mais je crois qu'en réalité, chaque pays ne mérite que ce qu'il aura cherché. Olivier, Ismaël, Edita, est-ce qu'un journaliste a l'humilité? Est-ce que le journaliste est tout permis? Est-ce que c'est un hors-la-loi? Mais Désiré, je pense qu'on parle là donc du quatrième pouvoir. Le journalisme, c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, si tu veux que je dise. Donc, ça veut dire quoi les 9? Et je crois qu'en réalité, Ahmed Abba, je crois que c'est sa source d'information. Et je crois qu'en réalité, aucun journaliste ne doit trahir sa source d'information. À partir de cet instant, la source d'information reste quand même très importante pour un journaliste. Face à la menace, c'est une question de sécurité publique. Ça aurait été Boko Haram, ça aurait été le diable. Ahmed Abba n'a pas le droit donc de dévoiler sa source d'information. Et à partir du moment donc un journaliste ses sources. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, je comprends la position du gouvernement parce qu'on se dit, bon, le journaliste aurait communiqué avec Boko Haram. Mais en fait, je pense qu'en réalité, le journaliste peut même communiquer avec une source dont il ne maîtrise pas, donc il ne maîtrise pas la position géographique. Donc, à partir de cet instant, je crois que c'est géré, c'est montré, pour ma part, le gouvernement a très mal géré ce procès d'Ahmed Abba. Et je crois que c'est ça qui attire également l'attention de pas mal de journalistes qui ont décidé donc cette semaine de se réunir pour décrier ce qui se passe donc pour donc ce procès Ahmed Abba et le Reporters sans frontières. C'est bien de frapper sur le doigt du Cameroun pour que une vérité soit dite, pour que les choses puissent changer. Edita? Oui, en fait, je reviens sur cette histoire de procès qu'on fait un peu à Reporters sans frontières. Voilà. Je me fie pas d'abord à Reporters sans frontières pour comprendre qu'au Cameroun ou dans un autre pays, un journaliste a été mis en prison ou qu'on a coupé Internet. En France, Olivier prenait le cas de la France. On n'imagine pas, quelle que soit l'influence du Quai d'Orsay, qu'à un moment donné, on coupe toute une région sans nouvelles. C'est pas possible. On peut pas dire que c'est parce que pendant des mois, s'il te plaît, pendant des mois. Même si le Quai d'Orsay, je veux dire, c'est pas une raison. Si ça se passe en France, c'est pas pour ça qu'on doit accepter ça en Afrique. Et on est dans ce qu'on appelle des pays en voie de développement, dont on essaye toujours, même si je suis pas complètement d'accord avec ça, qu'on essaye toujours de s'améliorer. Et donc de pas dire que parce que c'est mauvais chez le voisin, bon, nous on est pas mal, parce que nous on est, non, il faudrait que ce qui est mauvais chez nous, qu'on essaye de le résoudre. Donc, si c'est mauvais de couper Internet, même si ailleurs on le fait, on doit le dénoncer. Et on n'a pas besoin que Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, j'y arrive, le savent. C'est une chose, mais que la réalité donne raison à Reporters sans frontières, c'est oui, il faut se poser les questions. Et la réalité, on la voit et elle donne raison à Reporters sans frontières. Et la faute aussi aux journalistes. Et là, je suis d'accord avec Olivier, parce qu'il y a une tendance. Il y a un manque de professionnalisme chez certains journalistes qui ont besoin de faire carrière, sont obligés de jouer aux prostituées. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi dénoncer chez certains professionnels en Afrique. Et on va sortir de ce dossier. Olivier, est-ce qu'on ne devrait pas tenir des différents contextes? Tenir compte du contexte sociopolitique. Et ça, c'est très important. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui, la référence à la démocratie, on voit que les pays africains, c'est des jeunes démocraties. Alors que l'Occident, c'est la démocratie en Occident. Ils ont une expérience de la démocratie qu'on n'a pas encore sur le continent africain. Et donc, moi, je devrais mettre les bœufs avant la charrue et par la charrue avant les bœufs. Former les journalistes. Et je l'ai dit dans ma précédente intervention, en Afrique, on pense qu'un bon journaliste, c'est celui qui critique le gouvernement. Quand un journaliste a une information qui lui provient d'une source, il ne la balance pas tout de suite. Il doit vérifier la véracité de l'information qui lui est communiquée. Or, on a l'impression que dans nos pays africains, c'est quelque chose que les journalistes n'arrivent plus à faire, vérifier la source. C'est pour ça qu'ils se retrouvent au tribunal et après n'arrivent pas à prouver l'information. On peut prouver l'information tout en protégeant la source. Parce qu'il n'est pas question de livrer lorsque sa sécurité est mise en mal, un État a le pouvoir d'actionner tous les leviers possibles
pouvoir défendre son intégrité. Oui. On va sortir de ce dossier qui était véritablement long. Je dois dire merci à Olivier Nkayu qui est à Strasbourg, c'est en France, et à Ismaël Karim qui est à Paris. Olivier, je sais que vous êtes resté sur votre fin de parole, mais je vous en prie. C'est un sujet très passionnant et ce sujet, moi, je pense qu'il mérite une édition très très spéciale ici les médias et peut-être que ce sera pour l'avenir. Oui. C'est très intéressant. Oui, bon, je crois, comme vous le dites, Olivier, on pourra faire un sujet uniquement sur la liberté de la presse en Afrique dans l'une de nos éditions d'ici les médias. Swaziland, les tenues traditionnelles au cœur du racisme dans les médias. Le magazine français Gala s'est attiré les foudres des manifestants anti-racisme. On lui reproche sa dernière parution sortie en kiosque mercredi. Karine Mambou. Ici, les médias. Le périodique a en effet rapporté une rencontre du haut-commissaire du Swaziland Christian Mozi Kambule et de son épouse avec la reine d'Angleterre en critiquant sévèrement le style vestimentaire du couple. Les mots utilisés ont indigné ses lecteurs et lui ont valu d'être accusé de racisme ordinaire. Le couple était donc, pour l'occasion, paré d'une tenue traditionnelle swazie. L'on pouvait lire dans cet article incriminé, je cite, ce n'était pourtant pas Mardi Gras, mais pour rencontrer Sa Majesté Elisabeth II à Buckingham Palace, le haut-commissaire du Swaziland, Christian Mozi Kambule et son épouse ne se sont pas trop préoccupés de la tenue adoptée. Ils sont venus en pagne, en wax, tissu typique de leur petit royaume, ancienne colonie britannique osée. Fin de citation. En guise de légende pour la photo, les mots comme un peu de tenue. Le site d'information français 20 minutes, qui a repris certaines réactions des internautes fustigeant l'article en question, a notifié qu'il ne s'agissait pas de wax. Une grosse méprise de plus aimé désiré qui a donc alimenté les débats sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont souligné que le wax est un synonyme de l'ethnique chic qui est porté par de nombreuses stars. Parmi les réactions, notre source a rapporté celle de l'écrivain Alain Mabanko qui, dans un tweet, a dénoncé l'ignorance criade du magazine qui débite des commentaires insipides sur la tenue du couple. Face au tollé créé par cette publication, la rédaction du magazine People à ce Twitter dit regretter d'avoir utilisé ce titre, ces mots et le ton de l'article avant d'ajouter, je cite, c'est inexcusable de notre part. Fin de citation. Comme l'a indiqué le 20 minutes, le mal est fait. De nombreuses personnes, notamment les internautes, ont promis de boycotter le magazine. Karine Mambo depuis Johannesburg, pour Ici les médias. Ici les médias. Alors, Edita Nefertiti est avec nous. Que des discriminations s'expriment à l'intérieur des communautés, cela peut se comprendre, mais qu'un média érige un mode vestimentaire d'une nation en contre-exemple, il y a de quoi s'interroger. Comment en arrive-t-on à cette situation ? On arrive à une situation quand des journalistes se font le porte-voix des discriminations et des racismes, notamment envers l'Afrique et tout ce que cela représente, qui reste dans l'imagerie de beaucoup, un folklore, des attardés de civilisation. Pour ma part, c'est de l'ignorance occidentale. Je me souviens d'une journaliste américaine, CNN, qui se trompait sur la géographie d'un pays africain. Je me souviens plus très bien, ça devait être le Kenya ou lors d'une visite de Barack Obama. Donc, on ne peut que s'insurger contre de telles aberrations et de telles considérations. Même si après, l'excuse est oui, c'était mauvais de notre part, mais le mal est fait. Ça repose la question, en fait, de la place de l'Afrique dans le monde. Donc, comment se fait-il que ces gens ne puissent pas comprendre que c'est l'Afrique qui a inspiré depuis longtemps, sans vouloir être africaniste pour être africaniste, qui a inspiré depuis longtemps la mode. Donc, c'est de l'ignorance, et c'est une ignorance qu'on doit décrier, et les Africains doivent s'insurger contre cela. D'autre part, je voudrais quand même signaler que l'Afrique aussi participe à cette dégradation de sa culture, parce qu'elle n'est pas toujours fière de ce qu'elle est. Elle n'est pas toujours fière de ce qu'elle a, et on le voit dans la représentativité qu'on fait, nous, de notre culture. C'est-à-dire, regardez un peu dans les grands sommets. Les Indiens, où le président viendra toujours habillé traditionnel, avec sa tenue traditionnelle. Chine, souvent aussi vient de temps en temps, surtout les femmes, avec leur tenue traditionnelle. Mais les Africains arriveront pour la plus grande partie avec des costumes 3 pièces, des Coco Chanel pour ne pas citer des marques. Jamais arriver avec une tenue typiquement africaine. Comment vous voulez vous faire respecter votre culture
quand vous-même, vous ne présentez pas la valeur intrinsèque de ce que vous êtes, de ce que vous avez chez vous, de votre identité. Oui. Très peu. La première dame du Tchad qui porte souvent ses sarrés à l'africaine, mais très peu en Afrique centrale, elles portent toutes des contenus de grands créateurs occidentaux, mais il y a de quoi se poser des questions. Vous n'avez rien chez vous. Si de telles remarques sont acceptées, c'est aussi parce que nous avons une part de responsabilité dans cette non-valorisation de notre identité africaine. On n'oblige pas les gens à s'habiller d'une manière ou d'une autre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de mettre au même pied d'égalité un vêtement à une consonance, parce que finalement, qu'est-ce que le textile, ça bouge, ça va, ça vient. Le paille même, il vient pas d'Afrique, il vient d'Indonésie. Donc, c'est de mettre une certaine égalité. C'est une identité, même autant un paille baoulé ou une tenue traditionnelle d'apparat bandiqué ou je sais pas moi de quel coin d'Afrique est une tenue d'apparat reconnue comme une tenue officielle au même titre qu'une veste. Il n'y a pas de raison que celui-là soit moins considéré qu'un autre. Alors, Edita Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci, mes désirés. À bientôt. À bientôt. C'était Edita Nefertiti, notre correspondante à Washington, c'est aux États-Unis. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de ces chercheurs du Centre africain de recherche qui ont créé un fourneau permettant de transformer des déchets de riz en énergie. Denrée de base de l'alimentation au Bénin, le riz offre d'autres perspectives grâce à Africa Rice. En effet, les chercheurs de ce centre africain de recherche ont créé un fourneau permettant de transformer des déchets de riz en énergie. Le fourneau conçu par Africa Rice est alimenté par un ventilateur solaire. Il produit de l'énergie en brûlant les déchets de riz. Un expert de la station d'Africa Rice Cotonou, Saliatanga Dingue, explique, je cite, « Le fourneau consomme directement les coques de riz pour produire de l'énergie thermique pour la cuisson et le chauffage de l'eau pendant que le panneau solaire fournit de la lumière. » Fin de citation. Ces fourneaux seront principalement utilisés dans les zones rurales où l'usage des fagots de bois, principalement en cuisine, est à la base de l'accroissement de la déforestation au Bénin. Il faut rappeler que selon la FAO, le pays affiche un taux annuel de déforestation de 2,5%, un des plus élevés en Afrique. Et il fallait en parler. Algérie, le journal Échoroute absent dans plusieurs kiosques le 1er mai dernier. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, lundi 1er mai 2017, le quotidien Échoroute n'a pas été aperçu dans plusieurs kiosques dans une partie de la capitale algérienne et dans les administrations. À l'origine de ce désagrément, le journal n'a pas été tiré par plusieurs imprimeries publiques situées dans l'ouest du pays. Il s'agit notamment de la société d'impression d'Alger. Selon le site d'information Tout sur l'Algérie, le quotidien arabophone Échoroute cumule auprès des imprimeries du pays une dette de plus de 3 milliards de francs CFA. Les sources au sein de quelques sociétés d'impression indiquent que le journal privé n'a jamais respecté l'échéancier de paiement de ses créances. En 2014, Aimé Désiré, Échoroute faisait partie des journaux mis en demeure par les imprimeries publiques pour factures impayées. Les explications du quotidien Échoroute sont données par le site web d'information algérie1.com. Une source à la direction du journal dénonce cependant des pressions exercées par les autorités sur la ligne éditoriale du quotidien. Pour elle, cette pression se traduit d'une part par le tarissement des ressources publicitaires de l'Agence nationale d'édition et de publicité et d'autre part par la décision d'interdire le tirage du journal. D'après l'agence Ecofin, la source précise qu'il s'agit là de représailles en raison de la neutralité du journal durant la campagne pour les décisions législatives qui se sont déroulées en Algérie le 4 mai dernier. Ici, les médias. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un maquettiste? En quoi consiste le métier de maquettiste? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago.
Le maquettiste est un professionnel chargé de l'élaboration et de la mise en page sur tout type de support. Il peut s'agir de magazines, de sites internet, d'albums de musique ou encore de panneaux publicitaires. Un peu à l'image du graphiste, son rôle est de rendre les images et les textes attrayants pour le lecteur afin de susciter son intérêt et le pousser à l'achat du produit. Il est fréquemment sollicité pour contribuer au lancement d'une revue ou encore pour dépoussiérer l'image d'un magazine. Il s'occupe de la partie entre la création graphique ou écrite et l'impression. Au niveau des textes, il travaille sur les corrections, les saisies ou encore la typographie. En ce qui concerne les images, il se focalise sur les couleurs, les effets et les contours. Il gère également la mise en page du document afin de préparer et formater le texte pour l'impression finale. Dans cette chaîne de travail, il est chargé tout d'abord d'établir une ligne graphique. Ce sont généralement le choix des polices et des couleurs employées. Après cette étape, celui qu'on appelle encore rédacteur graphiste se chargera ensuite d'appliquer les idées développées dans sa maquette au support réel en organisant les titres, les illustrations et les messages de façon à ce qu'ils soient les plus harmonieux et percutants possibles. La maquette doit en effet être agréable et facile à lire. C'est pour cela qu'un emplacement judicieux des photos, des graphiques ou des dessins est primordial. Cette maquette est directement effectuée sur ordinateur. Elle est montée grâce à des logiciels de publication assistés par ordinateur, dits logiciels de PAO, qui traitent les textes et les images de façon simultanée. Une fois que les publications sont entièrement réalisées, le maquettiste procède à leur impression. Ensuite, il entreprend un travail de relecture en collaboration avec les responsables de publication, s'assurant que les contenus respectent les dispositions convenues peu après l'élaboration de la maquette. L'exécutant PAO peut travailler dans des environnements variés, maisons d'édition, rédaction ou alors en tant qu'indépendant. Au registre des compétences, ce professionnel maîtrise les logiciels de mise en page et de graphisme comme Photoshop et InDesign. Il connaît les règles typographiques, possède une bonne orthographe et maîtrise les chartes graphiques. Il doit connaître l'ensemble des étapes de fabrication d'un document, à savoir les techniques d'impression et de façonnage. Quant aux qualités, il doit posséder un bon sens de l'esthétisme, être rigoureux et réactif. Il doit se tenir au courant des tendances pour pouvoir mettre à jour régulièrement ses connaissances. Enfin, il est capable de travailler en équipe et doit savoir supporter le stress pour pouvoir travailler dans l'urgence. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Les Oui, Célita Chago, merci. Et pendant que nous enregistrons cette émission, vous prendrez un an de plus. Merci, Aimé Désiré, ouais. Un an de plus, on ne pas dire un an de moins. Faut ne pas dire un an de moins. Bon, ben, joyeux anniversaire alors. Merci, Aimé Désiré, merci à tous. C'était Célita Chago, notre correspondant à Douala, c'est au Cameroun. Ici les médias, le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon, Radio Veritas au Cameroun. Nos correspondants, Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Zussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Dobidji à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Edita Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans les studios de Record FM au Gabon, elle, Marcy Boumba. Et dans les studios de Veritas au Cameroun, lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné de médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production